Et donc, pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui? Donc, nous savons que cette année va avoir un certain nombre de choses très importantes qui vont se dérouler, notamment donc la question de la COP16 et donc beaucoup euh, de mouvements des bases sont en train de se mobiliser pour avoir accès à cet espace. Et donc, au-delà de cela, un élément qui est important à penser, c'est donc le fait de promouvoir les pratiques traditionnelles menées par les femmes autochtones et les solutions réelles pour préserver et maintenir la diversité biologique. Donc, promouvoir des solutions réelles qui soient basées sur la communauté pour stopper la perte de biodiversité et des forêts en accord avec les pratiques spirituelles et coutumières des femmes autochtones. Donc, qui soient en lien avec toutes les pratiques des peuples autochtones. Un autre objectif est celui d'exprimer les préoccupations et les propositions des femmes autochtones pour faire face à la crise de la biodiversité, en renforçant l'action politique en faveur du partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances et des pratiques traditionnelles, puisqu'il y a beaucoup de préoccupations liées à la crise de la biodiversité. Et donc, il est essentiel pour nous de pouvoir donner un espace à ces préoccupations. C'est tout pour moi. Et donc, nous allons maintenant avoir une ronde d'introduction de la part de nos intervenantes. Donc, on peut peut-être commencer avec Agnès. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse donc d'être ici avec vous. Je suis donc du Kenya, donc de la communauté Maasai, et je travaille pour une organisation que j'ai moi-même fondée et donc qui s'appelle Il Lara Matak, une organisation dont l'objectif est de restaurer la dignité des peuples autochtones avec un accent particulier sur les filles et les femmes. Je suis également la coordinatrice pour les questions de genre au sein du comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique, donc l'IPAC. Je suis très heureuse d'être ici en tant qu'intervenante dans cet atelier aujourd'hui. Et je suis désolée de ne pas montrer mon visage, mais si je mets ma vidéo, alors cela va affecter la qualité de ma connexion. Aucun problème, Agnès. Je ne sais pas si Mayal est ici déjà. Peut-être qu'elle a eu des problèmes de connexion également. Mais peut-être qu'on peut écouter Wilma. Wilma, est-ce que tu es par ici? Valentina, on n'arrive pas à t'entendre. Ton audio ne... Oui, c'est à toi de te présenter.
je voudrais donc remercier les personnes qui ont organisé cet espace et donc remercier aussi toutes les personnes qui nous suivent dans cet espace. Et donc, je voudrais aussi donc remercier cette reconnaissance et donc saluer la reconnaissance du travail de toutes les femmes autochtones et reconnaître ce travail qui est très important et s'en souvenir, non? Donc, je suis Wilma Mendoza et je suis présidente de la Confédération nationale des femmes autochtones de Bolivie, de la CNAMIB, donc une organisation qui s'occupe des questions relatives aux droits des femmes pour les différentes communautés autochtones de Bolivie. Et donc, on travaille dans les 7 provinces sur les 9 qui sont en Bolivie. Et donc, on exerce des droits collectifs et on a des propriétés collectives également. Merci beaucoup. Nous avons également ici notre collègue Yolanda Terán Maiwa. Je voudrais donc lui donner la parole pour qu'elle se présente. Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, donc, je suis Yolanda Terán de la nationalité Quichua de l'Équateur et je fais partie du réseau des femmes pour la biodiversité en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et donc, je travaille sur les questions de droits humains et droits autochtones, tout ce qui a trait aux peuples autochtones. Et j'ai travaillé sur ces sujets depuis 20 ans. Je suis d'Équateur, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette invitation et je suis contente de partager mes idées.
Donc, on va vérifier maintenant que l'interprétation fonctionne toujours. Donc, nous allons maintenant écouter Yolanda. Oui, bonjour. Je voudrais vous remercier donc pour cette invitation et donc vous envoyer des salutations de la part du Forum international et du réseau des femmes autochtones pour la biodiversité de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, il est très important que nous soyons ici pour pouvoir discuter ensemble. Et donc, nous savons bien que en 1992, donc la CBD, qui a été signée par plusieurs pays, et donc il, il y a beaucoup de problèmes malheureusement donc sur la mauvaise utilisation de nos connaissances et de nos ressources. Et donc sur l'utilisation des ressources génétiques. Et donc, il y a des objectifs à la CBD qui proposent d'atteindre plus de justice et des bénéfices partagés de façon équitable. Il y a également l'article 8J qui se réfère de façon exacte à ces questions. Et il y a aussi l'article sur l'utilisation coutumière. Et donc, nous pouvons nous demander, puisque nous sommes ici réunis et que nous allons partager notre travail, donc je voudrais vous dire donc que la reconnaissance des contributions des femmes autochtones et des communautés locales n'a pas été quelque chose de facile. Quand il y a eu donc une réunion en Argentine en 1996, on a vu qu'on pouvait avoir donc certaines conversations et donc certaines collègues sont allées pour faire entendre nos points de vue. Et donc, nous avons eu une réunion ensuite en Espagne et c'est là, et donc c'est là que s'est créé le groupe de travail sur l'article 8J. Et donc, nous avons créé un certain nombre de guides donc, sur les différentes questions. Et donc, nous avons des guides éthiques pour les personnes du monde de la recherche, autochtones et non autochtones, euh, par- sur les questions de consultation et de différentes sujet. Nous avons réussi à obtenir la visibilisation de notre travail et donc nous avons besoin de continuer à travailler sur la mise en œuvre de tous ces résultats. Et donc, vous vous demanderez sûrement comment est-ce qu'on a réussi à participer? Eh bien, dans l'une des réunions à Bratislava,
il y avait 5 ou 6 euh, sœurs autochtones qui participaient. Et donc, elles ont décidé de s'organiser et elles ont également réussi à avoir l'accompagnement d'autres pays. Et donc, lorsque la réunion a été finie, les femmes qui s'étaient réunies ont décidé d'organiser différentes organisations de femmes des différents continents. Et donc, on a dû euh, continuer. Donc, on a dû continuer à suivre ces différents sujets. Et donc, on a pu appuyer ces différents travaux en préparant nos positions en tant que peuples autochtones pour les réunions auxquelles nous sommes allés. Et donc, nous avons aussi eu des fonds pour, pour nous rendre à différentes réunions sur la CBD. Et donc, ces formations nous ont permis de travailler plus sur le sujet de la biodiversité et donc pouvoir mettre plus en avant nos connaissances traditionnelles, mais aussi avoir des instruments de participation euh, qui nous permettent donc de continuer à travailler ensemble. Et donc, nous incluons aussi des hommes dans les formations pour que les hommes soient aussi solidaires avec notre travail. Nous avons aussi participé aux négociations et donc nous avons appris à mettre en œuvre ces différents éléments de négociation et donc on peut maintenant parler de diplomatie autochtone que nous avons construite pour travailler dans ces différents espaces. Et donc, nous avons également été partie des groupes de négociation dans le protocole de Nagoya et de Carthagène. Et j'ai été une des personnes euh, clés dans ces négociations puisque donc je parle anglais. euh, et donc, comme vous le savez, dans beaucoup d'espaces, après 6 heures du soir, il n'y a plus d'interprète. Donc, on a besoin de personnes qui soient bilingues ou trilingues pour pouvoir continuer à travailler. Et maintenant, je voudrais donc partager avec vous ces différents éléments, puisque donc nous avons appris à voir les choses dont nous avons besoin pour continuer à travailler ensemble. Et donc, les défis que nous voyons pour la suite, c'est donc le fait de travailler de façon unie en tant que peuples autochtones pour la création du nouveau groupe de travail 8J. Et donc, il y a plein d'interrogations là-dessus. Est-ce que ce sera un nouveau groupe subsidiaire? Est-ce que ce sera un groupe qui va continuer à mettre en œuvre les 20 activités antérieures qui ont été développées pendant les 20 ans passés? Donc, il y a plusieurs défis et nous avons besoin de clarté sur notre position. Nous avons besoin d'un nouvel organisme avec un financement direct et propre à cet organisme.
et où puissent être inclus les hommes, les femmes, les jeunes des peuples autochtones et où nous puissions réellement participer. Et on va te demander donc de conclure, Yolanda. Oui, donc lors de cette prochaine COP 16, nous avons besoin donc de continuer dans la continuité de notre travail des dernières 20 années et en même temps donc continuer à travailler pour voir qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on a besoin de prioriser dans notre travail en tant que femme autochtone. On a besoin d'être plus prise en compte dans le plan d'action sur le genre de la CBD. Euh, la cible qui parle de la participation des femmes en particulier, il faut qu'on l'étudie et qu'on voit bien qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui doit être amélioré là-dessus. Et il faut aussi pouvoir parler d'autres langues. Et pour moi, c'est un défi de parler anglais. Et donc, pour nous, il faut mettre en commun tout notre capital spirituel, tout notre capital de travail. Merci beaucoup pour ce moment. Bonne session. Merci. Merci beaucoup, Yolanda. Merci de vraiment nous ancrer dans cette réalité. Merci de nous faire part des changements que tu peux déjà voir suite au travail qui est fait sur le terrain. Donc vraiment, merci encore pour donc, ces commentaires. Nous allons passer maintenant à la partie suivante et je vais passer la parole à Juana qui va nous guider avec quelques questions pour amorcer la discussion. Merci beaucoup, Chetira. Bonjour, bon après-midi, bonne nuit, peut-être pour certains, certaines d'entre vous. Je vous souhaite une belle journée internationale de la femme autochtone, hein. C'est une célébration pour aujourd'hui. Et je viens de partager donc quelques mots dans ma langue natale qui vraiment est une manière de vous accueillir, de vous dire que nous sommes très heureuses de partager cette journée avec vous. C'est un véritable honneur de pouvoir célébrer cette journée avec les trois femmes leaders qui nous accompagnent aujourd'hui, donc de trois régions différentes, hein, d'Amérique latine, d'Afrique et de l'Inde. Et pour cette partie de cette session, nous avons la même question pour vous toutes. Je voudrais donc commencer par demander à Agnès. Agnès, comment les personnes dans votre communauté voient la biodiversité et de quelle manière la perte de biodiversité affecte votre région? Est-ce que les femmes, les hommes et les jeunes subissent ces effets de manière différente? Alors, vous avez 5 minutes pour pouvoir répondre à cette question. Agnès, la parole est à vous. Agnès, est-ce que vous êtes encore là? Alors, il me semble qu'Agnès a quelques problèmes avec la connexion. Je vais donc poser la même question à Mayal. Mayal, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Alors, Mayal, on ne vous entend pas très bien.
Est-ce que vous pouvez vous connecter à notre audio peut-être? Est-ce que cela fonctionne maintenant? Il semble que cela soit meilleur. Merci. Oui, alors je suis basée en Inde, je suis une activiste environnementale. Et lorsque l'on parle de biodiversité, eh bien, les communautés dans nos régions euh, sont dans une lutte constante et nous avons vraiment bataillé contre certains projets euh, immenses, projets. Je suis d'une région qui s'appelle Zongo et qui est protégée par la constitution indienne. C'est-à-dire que les personnes qui entrent dans cette région doivent être autochtones. Il n'y a que des autochtones qui peuvent y vivre. Alors, même s'il y a de nombreuses lois déjà existantes, les personnes qui ne sont pas originaires de cette région, qui ne sont pas autochtones, ne peuvent pas entrer comme ça ou acheter une terre, par exemple. Il y a également dans notre région des zones qui sont considérées comme héritage, comme patrimoine mondial de l'humanité. Et ici, nous sommes animistes, donc nous prions aux forêts, nous prions les montagnes, et nous ne croyons pas au paradis ou à l'enfer, mais nous pensons que lorsque nous mourrons, notre âme continue son voyage pour aller reposer dans les montagnes. Nous avons ici des prêtres, des prêtresses, ce qu'on appelle aussi chamans, qui accompagnent les âmes pour qu'elles puissent retourner dans les montagnes et surtout dans les rivières. Alors nous avons deux rivières sacrées et c'est une de nos croyances les plus profondes dans notre communauté. Nous prions les rivières et les montagnes et c'est pourquoi ces lieux sont si importants. Et c'est aussi pourquoi nous avons combattu des projets de barrages qui donc affectent non seulement la biodiversité, mais aussi nos croyances. Et cela remonte déjà au début des années 2000. Nous avons même fait une grève de la faim ici dans la communauté pour lutter contre ces barrages. Alors voilà un peu sur quoi nous travaillons. Et en plus de cela, les communautés, les femmes surtout, euh, protègent les lacs car ce sont des lieux sacrés, des lieux de prière. Nous avons un lac autour duquel se retrouvent plusieurs clans. Il y a de nombreuses histoires autour de ce lac dans ces différents clans et qui montrent bien à quel point ces points d'eau sont sacrés. Cela nous a beaucoup aidé à lutter contre des méga-projets comme les barrages. Alors, si bien ces lieux sont sacrés, il n'y a pas beaucoup de documentation qui est faite. Pour la plupart, ce sont des étrangers qui font des recherches et qui documentent les lieux. Et nous nous rendons compte qu'il est important de faire ce travail nous-mêmes, car beaucoup de ces documents ne sont plus entre nos mains et de nombreuses informations sortent de la communauté. Et c'est pourquoi il est vraiment nécessaire que ce travail soit fait par nous. Et nous avons mené un atelier avec les différents clans autour de ce lac. Et ce sont surtout les jeunes générations qui partent, qui quittent ces lieux vers les villes en recherche d'éducation, etc. Il est donc important de faire le lien avec ces nouvelles générations. C'est pourquoi notre atelier euh, s'est aussi orienté vers cette population. Et au final, les histoires que nous partageons, nous avons réussi à les documenter comme forme de BD, car c'est une manière très simple
d'accéder à un plus grand nombre de personnes, des personnes qui parfois sont analphabètes, mais elles peuvent comprendre les dessins. C'est un travail très important que nous sommes en train de faire pour montrer au monde entier nos perspectives, nos manières de vivre. Et il est important, il est nécessaire que le gouvernement comprenne que les montagnes, les lacs, les rivières n'ont pas une valeur économique, monétaire. Leur valeur va bien au-delà. Nous ne pouvons pas vendre nos richesses, nos lieux sacrés, notre identité pour quelques dollars. Nous avons une culture très forte. Vous savez, les chamans, lorsqu'ils effectuent leur rituel, euh, Mayal, excuse-moi de te couper, car nous avons justement une autre question sur ce que tu es déjà en train d'expliquer. Alors, est-ce qu'on pourrait s'en arrêter là pour écouter et donner la parole aussi à nos sœurs? Merci beaucoup. Je voudrais donc passer la parole. Alors, Agnès, est-ce que ta connexion fonctionne maintenant? Si Agnès n'est pas là, passons à Wilma. Je vais parler avec Wilma en espagnol pour que ce soit plus simple pour elle de comprendre. Alors, Wilma, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Oui, 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 je suis ici. Je vais donc refaire cette question en espagnol. Merci encore d'être ici. Et donc, la première partie de cette question, qui est en fait trois questions, tu auras 5 minutes pour y répondre. Alors, chez toi, ta communauté, ton peuple, quelle est sa perception de la biodiversité? Comment la perte de biodiversité affecte ta communauté? Et comment cette perte de biodiversité affecte de manière différente les femmes, les hommes ou les jeunes. Est-ce qu'il y a donc une différence ici? Tu as donc 5 minutes, s'il te plaît. Merci beaucoup, merci encore. Je vais donc répondre directement à la question car j'ai peu de temps, en effet. Alors, de quelle manière la communauté est-elle affectée par la perte de biodiversité? Eh bien, je vais vous parler principalement de ma communauté. Je suis donc d'une communauté autochtone qui s'appelle Simaï. Et pour nous vraiment comprendre ce qu'est la biodiversité, c'est la base de tout. Pour nous, nous faisons partie d'une maison commune, C'est une maison qui appartient à tout le monde. Donc, la biodiversité, c'est une complémentarité, c'est-à-dire que tout fait partie de la biodiversité. Cela a à voir aussi avec l'équilibre et le contact avec la nature, avec la mère nature que nous appelons la maison communale. Avant, il était plus facile de maintenir cet équilibre. Nous pouvions utiliser les connaissances traditionnelles pour maintenir cet équilibre. Mais aujourd'hui, cela n'est plus le cas. C'est principalement le système économique qui crée un déséquilibre. Et il devient difficile de maintenir cette relation avec la nature, avec la forêt, avec toute la flore qui est autour de nous et bien entendu la faune. Parce que s'il y a un déséquilibre entre dans un certain domaine, que ce soit la flore ou la faune, eh bien cela crée un déséquilibre général. Nous avons pu voir cela chez nous. Nous avons, euh, on nous a demandé de faire tout un processus d'évaluation en fonction des différentes zones, dans les bois, les lieux sacrés, les lieux d'élevage, etc. Alors, cela avait un ordre spécifique, mais ensuite, les plans de gestion reprennent cela et commencent à créer des déséquilibres.
Et très souvent, le problème des normes, des lois fait que nous ne pouvons plus avoir un contrôle sur cet ordre établi. Il y a donc, encore une fois, ce déséquilibre. Par exemple, les bois précieux sont surexploités. Et cela nous a donné beaucoup à réfléchir. Nous avons tenté de travailler d'une autre manière pour éviter cette surexploitation. Alors, ma communauté est principalement productrice de cultures diversifiées, justement pour équilibrer la biodiversité tout tout en pouvant soutenir une économie qui soit durable. Et très souvent, l'effet n'est pas forcément interne, mais on le voit venir de l'extérieur. Nous sommes en contact avec certains groupes sociaux, certains groupes interculturels. Et le problème de ces groupes est que, ils travaillent sur base d'une propriété privée. Ils cultivent, ils travaillent en monoculture et puis au bout d'un 5 ans, eh bien, la terre n'est plus fertile. Avec tout cela, l'eau manque, les incendies. Alors en Bolivie, les incendies sont terribles dans toute la zone du Chaco. Et cela affecte, bien entendu, la sécurité alimentaire et tout l'équilibre en général. Alors, comment cela nous affecte de manière diversifiée? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre hommes et femmes? Alors, pour nous, oui, en effet, il y a une différence, hein. C'est toujours les femmes qui souffrent le plus, car nous sommes les gardiennes de l'éducation, de la connaissance, de la santé, des technologies, tout ce qui a été appris depuis longtemps par notre peuple dans cet espace communal. C'est pourquoi il y a de nombreuses initiatives qui sont en cours et qui touchent les femmes. Alors, lorsqu'il y a une perte de biodiversité, de forêt principalement, oui, les femmes sont touchées de manière beaucoup plus forte car cela déséquilibre la souveraineté alimentaire. Elles doivent faire plus de kilomètres pour trouver de l'eau, des aliments. Alors pour les hommes, cela est différent car les hommes se préoccupent plutôt euh, à générer des ressources économiques. Ils sont donc beaucoup plus en dehors de la communauté, de la maison et du foyer, alors que les femmes travaillent les parcelles qui se trouvent au sein de la communauté. Et un problème aussi auprès des jeunes est que beaucoup quittent la communauté, vont chercher du travail dans la ville et ils ne s'approprient plus toutes les connaissances qui nous ont aidés tout le temps à faire face aux conditions adverses. Et les jeunes vont plutôt s'ouvrir aux connaissances extérieures et sont beaucoup plus appelés donc la commodité. Merci beaucoup, Wilma. Je voudrais voir si Agnès est de nouveau avec nous. Agnès, est-ce que tu peux nous entendre? Oui, Juana, alors je ne t'entends pas vraiment, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas s'il s'agit des cabines ou que se passe-t-il réellement. Oui, non, j'entends bien la traduction, mais je ne sais pas vraiment quel est le problème ici. D'accord, alors Juana, simplement pour vous dire que j'ai eu
le même problème ici. Alors, je vous vois, mais je n'entends personne. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Est-ce que je réponds directement à la question, peut-être? Oui. Hein, de comment mon peuple voit la biodiversité. Alors, pour mon peuple, hein, la diversité, c'est la flore, la faune, toutes les espèces. Alors, nous vivons dans des zones sèches, hein, des zones de savane, et nous avons euh, des centaines d'espèces endémiques. Nous avons des écosystèmes très riches. Nous avons également des sources d'eau. Nous avons un paysage aussi montagneux et nous avons surtout beaucoup de pâturage. Et en tant que pasteurs que nous sommes, nous avons vraiment une utilisation très réfléchie de la biodiversité. Est-ce que vous m'entendez toujours, Juana? Oui, parfait. Et en tant que pasteurs, nous protégeons nos zones de pâturage et nous savons où trouver l'eau. Lors des sécheresses, hein, nous allons principalement sur les montagnes, là où se trouvent les sources. Nous avons des animaux domestiques, mais aussi il y a de nombreux animaux sauvages dans ces régions et nous avons cohabité avec eux depuis des siècles. Hein. Nous avons certains totems, hein, certaines familles ont un totem spécifique qui correspond à un animal sauvage. Par exemple, les éléphants. Hein, si cette famille a pour totem l'éléphant, ils vont protéger ces animaux. Et c'est un peu notre manière de travailler avec eux. Nous avons aussi beaucoup de plantes médicinales hein, qui poussent de manière naturelle. Nous avons aussi des abeilles et nous savons comment récupérer le miel. Et c'est un miel de très haute qualité. Nous avons aussi des forêts et alors nous n'avons pas beaucoup de forêts, simplement quelques-unes. Et c'est là que nous trouvons nos plantes médicinales. Et nous avons principalement tout ce dont nous avons besoin dans les forêts pour nous et aussi pour la santé de nos animaux. Alors, de quelle manière sommes-nous affectés par la perte de biodiversité? Eh bien, encore une fois, les femmes et les filles sont les plus touchées. Les femmes sont celles qui s'occupent d'aller chercher de l'eau. Elles peuvent marcher entre 4 et 8 heures par jour pour trouver de l'eau. Alors, bien entendu, s'il n'y a pas d'eau, ce sont elles qui devront marcher encore plus. La même situation se voit avec le bois pour le feu. Car ce sont les femmes, vous savez, qui prennent soin de leur famille, de la nourriture, du feu, hein, du foyer. Donc, les femmes souffrent beaucoup plus de la perte de biodiversité que les hommes, car ce sont elles qui prennent soin euh, de leur famille et des foyers. Et encore une fois, pour les personnes qui prennent soin des animaux, euh, ils doivent aussi aller très loin de leur village pour trouver de l'eau, car nous sommes affectés hein, par la sécheresse. Donc les hommes doivent maintenir vivants hein, les animaux et s'il n'y a pas d'herbe, s'il n'y a pas d'eau, ils doivent s'éloigner de plus en plus pour pouvoir maintenir en vie les animaux. –
En ce qui concerne les filles, elles sont aussi très affectées car elles ne peuvent plus continuer à l'école parce qu'elles doivent accompagner leur mère pour trouver de l'eau. Elles n'ont même pas assez d'eau pour laver leurs uniformes. De nombreuses fillettes doivent se marier. Et elles doivent trouver un mari en dehors de la communauté parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Et cela affecte aussi hein, nos projets. Nous avons tellement travaillé au bénéfice de l'éducation des fillettes que tout ce travail, finalement, ne peut plus être efficace simplement parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Alors, les jeunes, alors une chose que je devrais dire également, ici nous avons ce qu'on appelle l'or blanc, qui est en fait du sable, hein. Et de nombreux petits garçons font la même chose, ne vont plus à l'école parce qu'ils ont besoin de gagner un peu d'argent et ils vont sur les pistes trouver ce fameux sable. Alors, il y a vraiment, vous voyez ici, hein, à quel point la perte de biodiversité affecte notre communauté. Donc, merci beaucoup Agnès. Alors, je crois que les problèmes techniques ont enfin été résolus. Il y avait un problème entre les différents canaux d'interprétation. En tout cas, merci pour cela. Nous voyons hein, clairement à quel point la biodiversité, de manière différente, affecte les communautés. On voit très bien euh, dans les différentes régions, hein, les différents thèmes, que ce soit donc dans le foyer, que ce soit dans les régions pastoralistes, on voit vraiment toutes les couches hein, qui sont transformées à cause de cette perte de biodiversité, donc que ce soit les forêts, les pâturages, le problème d'accès à l'eau, ou encore, comme nous le disait euh, Mayal, le problème des barrages. Donc, c'est très intéressant de vous entendre sur ces thèmes, de voir comment, au sein des communautés, ce sont vraiment les femmes et les fillettes qui sont le plus affectées, même si finalement tout le monde en souffre. Et pour terminer avec une dernière question que je souhaiterais poser directement à Agnès, pour commencer avec toi. Quels sont les défis auxquels font face les femmes et les filles autochtones dans ta communauté? Alors, tu nous en as déjà parlé. Est-ce que tu peux peut-être approfondir un peu sur ce thème des défis donc auxquels font face les femmes et les filles? Oui, alors un des grands défis, je pense, c'est le manque de politique et également des principes qui orientent, qui guident les manières traditionnelles de protéger la forêt et la biodiversité. Il est tellement triste de voir que tout est scientifique. Hein, il faut des données scientifiques, il faut des preuves scientifiques, tout est par ce prisme. Il faut des preuves, etc. Malheureusement, nos manières de faire, nos principes traditionnels ne sont pas reconnus dans ce prisme. Il y a donc un manque très grand de reconnaissance des systèmes de protection, des systèmes de savoir autochtones. Il est donc nécessaire que ces systèmes soient reconnus, soient respectés. Et je pense qu'il faudrait faire les choses dans l'autre sens, hein, faire des recherches pour pouvoir informer les politiques depuis nos systèmes traditionnels. Il est donc nécessaire d'avoir une reconnaissance nationale. Alors même si nous avons des lois pour les forêts, pour la biodiversité, il faut voir que certaines forêts, comme au Kenya, les forêts sont sous
protection du gouvernement, mais leur appartiennent. Que se passe-t-il donc? Eh bien, sous euh, couvert de la protection de la biodiversité, eh bien, les peuples autochtones sont exclus, sont expulsés de ces endroits. Alors, il faut réfléchir à une protection qui inclut les peuples autochtones, car ce sont eux qui les ont protégés depuis des siècles. C'est toujours les peuples autochtones qui ont protégé ces forêts. Ils y vivent depuis des milliers d'années. Et tout d'un coup, l'État vient nous dire que nous ne sommes pas capables de protéger nos forêts. Non, cela n'est pas possible. C'est un défi immense qu'il faut vraiment, auquel il faut s'attaquer. L'autre point, c'est la pauvreté. Alors, à cause de la pauvreté, les gens coupent les arbres pour en faire du charbon pour pouvoir survivre et vendre ce charbon. Et cela est fait malgré tous les moratoires qui existent dans certains pays. Et donc, même s'il y a ces moratoires, les gens sont pauvres. C'est leur seule manière d'avoir des ressources économiques, donc brûler le bois. Il y a donc ici un travail à faire sur l'économie pour protéger la biodiversité. Il faut revenir au savoir traditionnel, aux peuples autochtones qui ont protégé leurs arbres depuis toujours. Et nos plantes médicinales viennent aussi de la terre, elles viennent des forêts, elles viennent des collines. Nous avons aussi des animaux sauvages. Les communautés autochtones protègent les animaux, elles l'ont toujours fait. Les Maasai en Tanzanie, dans le parc de Ngorongoro, ont été expulsés sous couvert, sous prétexte de la conservation. Mais alors, comment peut-on faire de la conservation si on exclut les personnes qui ont toujours protégé ces territoires? Cela ne fait aucun sens. Beaucoup de nos territoires ont été volés pour soi-disant faire de la conservation, pour créer des parcs pour les animaux sauvages et aussi pour ce qu'ils appellent des soi-disant énergies propres. Alors, ils font des barrages, ils construisent des industries et des centrales, hein. Et juste pour ça, les peuples ont été expulsés de ces terres. Alors, soi-disant, on crée des énergies propres, mais au final, ce qui est fait dans la réalité, c'est détruire les écosystèmes, détruire la biodiversité. Tous les animaux ont fui et ils les ont fait fuir d'ailleurs pour construire les centrales qui les intéressent. Merci beaucoup Agnès, merci pour ces mots si puissants, merci d'avoir partagé ces défis. Mayal, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu souhaites aussi répondre à cette question et parler un peu donc de ces défis dans ta région, dans ta communauté? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, 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 cela fonctionne. Oui, alors nous avons eu ici de nombreux défis, bien entendu, hein, je l'ai mentionné déjà. Alors le premier point, c'est le gouvernement. En tant que communauté, nous nous sommes bien mis d'accord pour ne pas donner aucune concession sur les forêts. Et à cause du changement climatique, du réchauffement climatique, tous les ans, nous avons maintenant des désastres écologiques. L'année dernière, nous avons eu une maladie qui a dévasté
nos communautés. Nous avons également eu des inondations hein, avec des ponts qui ont lâché, mais le gouvernement n'a déclaré aucun désastre national, donc il n'y a eu aucune compensation. Pendant plus d'un an, hein, toutes les communautés qui ont été déplacées à cause de ces inondations se sont retrouvées sans rien. Nous avons mené un procès, mais cela fait déjà 2 mois que nous n'avons eu aucune nouvelle hein, de la Cour. Nous allons donc devoir recommencer le processus, faire de nouvelles demandes pour cela. Donc, voilà un premier grand défi auquel nous faisons face. Et notre région est magnifique. Elle est très riche en biodiversité, il y a une très grande diversité de fleurs, de faune, et nous travaillons aussi en écotourisme. Nous avons de jeunes activistes autochtones qui sont retournés dans leur communauté, qui ont délaissé au final les villes hein, et leur travail pour pour lutter pour leur territoire et pour vraiment réclamer la protection de notre riche et magnifique biodiversité. Nous avons réussi à faire déclarer un lac dans mon village comme un site de patrimoine de biodiversité. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il est très difficile de dire non à des méga projets. Nous avons également fait une demande pour déclarer une montagne en tant que patrimoine de biodiversité. Donc, c'est vraiment notre rêve de continuer de protéger ces sites. Nous travaillons dans l'écotourisme pour avoir des ressources et continuer à protéger ces endroits et montrer vraiment aux touristes toute la beauté de notre patrimoine. Merci beaucoup, Mayal. Merci encore hein, pour donc ces informations. Nous allons aussi revenir là-dessus lors de la deuxième partie de cette session. Et nous souhaitions également donner quelques minutes à Wilma pour répondre à cette question. Wilma, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux nous dire hein, donc, quels sont les défis que vous rencontrez dans vos communautés? Donc, quels sont les défis quant à la préservation des connaissances traditionnelles? Les défis spécifiques auxquels on fait face sont liés à l'État. Les défis sont ceux auxquels on fait face en tant que femmes autochtones organisées. Donc, avec ces politiques d'État qui viennent affecter le consentement libre, préalable et éclairé. Et donc, la résistance est rendue difficile par l'action de l'État. Et le grand défi pour nous, donc les femmes du Chaco et des différentes nationalités autochtones, c'est de pouvoir consolider notre autonomie. Et donc, on a besoin de travailler sur la formulation des politiques publiques et la gouvernance pour que les femmes, nous puissions aussi gouverner sur nos espaces et nos territoires. Et donc, pour cela, nous mettons en œuvre différents types d'actions. Et donc, on se coordonne entre communautés et aussi entre différentes institutions, ONG, plateformes, pour visibiliser donc les violations des droits humains, des droits collectifs qui nous affectent en tant que femmes et nos propositions également donc de politique pour pouvoir donc faire face à toutes ces problématiques qui sont liées
aux entreprises minières, à l'extractivisme, aux incendies forestiers, euh, dont personne ne se responsabilise, et alors que l'État devrait le faire. Mais aussi les difficultés d'accès à l'eau du fait de sa rareté, la contamination de l'eau qui est donc causée par les mines aurifères, et donc tout ce qui met en difficulté notre maison commune en tant que communauté. Donc il y a beaucoup de problématiques que nous prenons en compte en tant que communauté autochtone. Et donc, malgré le fait que donc nous soyons organisés, nous avons beaucoup de défis et nous avons besoin de continuer à consolider cette autonomie. Et donc, nous allons essayer de faire un résumé de toutes ces participations une fois que nous aurons terminé. Donc, je vais donner la parole à ma collègue Chitira pour continuer avec notre programme d'aujourd'hui. Merci infiniment, Juana, et merci à toutes les intervenantes pour ce que vous avez pu partager aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une thèse de doctorat qu'on vient d'entendre et on aurait vraiment envie de continuer à aller plus profondément sur ces différents sujets. Valentina, je vais te laisser la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, je vais éteindre ma vidéo puisque ma connexion est instable. Je ne suis pas à la maison actuellement, je suis en Colombie à une réunion avec des femmes autochtones et paysannes, avec des femmes, plus de 300 femmes, donc qui viennent de différentes parties de la Colombie, pour apporter des éléments au gouvernement colombien pour prendre en compte leurs demandes dans le plan national de biodiversité. Donc, je suis vraiment désolée pour la connexion instable. J'espère que je vais pouvoir donc résoudre cela. Euh, et donc, c'était vraiment génial de pouvoir vous écouter et d'entendre les contributions que vous avez pu nous partager. Et donc, pour continuer cette conversation, je pense que c'est aussi un moment important pour souligner donc que nous avons aussi des alliés qui sont donc pas toujours des femmes, mais qui sont des soutiens importants dans ces conversations. Et donc, c'est un privilège de pouvoir écouter ces femmes donc, puissantes qui nous permettent de comprendre comment on peut lutter plus contre les inégalités. Et je voudrais maintenant donc poser une question qui va être dirigée à Agnès, mais je pense qu'on peut donc se complémenter les unes les autres. Donc, si l'une des autres intervenantes veut compléter la réponse, euh, donc elle sera la bienvenue. Et donc, la question qui est proposée à Agnès, c'est comment les systèmes et pratiques de savoir traditionnels devraient-ils être intégrés dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques en matière de biodiversité? Oui, donc c'est vraiment quelque chose de nécessaire puisqu'il n'y a pas de reconnaissance parfois quand les savoirs ne sont pas scientifiques. Mais je pense que nos savoirs doivent être reconnus et inclus dans les politiques, même s'ils n'ont pas le même type euh, d'origine.
Et donc, on a aussi besoin de la mise en œuvre plus sérieuse, donc du consentement libre, préalable et éclairé sur tous les projets. C'est un document entier qui peut être intégré dans les politiques de notre pays. Et une autre chose que je voulais mentionner, c'est donc que en plus du clip, donc du consentement libre, préalable et éclairé, on a besoin de l'accès équitable aux bénéfices pour que les communautés et les peuples autochtones puissent être bénéficiaires de ce développement, puisque tout est fait sans consentement, sans études environnementales, sans accès aux bénéfices, et les peuples autochtones sont juste méprisés et irrespectés et ignorés. Et donc, nous voulons travailler ensemble dès le départ de ces projets et jusqu'à la mise en œuvre. Nous avons aussi des lois et donc nous voyons, par exemple au Kenya, donc que toutes les forêts sont d'office propriété du gouvernement, sans prendre en compte les personnes qui sont là depuis des millénaires et qui sont les plus à même de savoir utiliser correctement euh, les ressources. Donc, ces personnes devraient être prises en compte dans les stratégies de développement. Merci beaucoup, Agnès. Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes, parce que parfois, effectivement, on a des lois intéressantes, mais quand il est temps de les mettre en œuvre, alors il y a beaucoup de défaillances. Et donc, il est important aussi de reconnaître le rôle des petites les institutions de gouvernement. Par exemple, donc les autorités locales, euh, qui sont donc des agents clés pour la mise en œuvre des politiques. Wilma, nous allons maintenant te poser une question euh, qui est particulièrement pour toi. Et donc, nous avons quelques problèmes d'audio, mais c'est super que tu nous entendes bien. Merci beaucoup d'avoir partagé sur ces défis territoriaux. Et donc, nous espérons maintenant avoir quelques recommandations sur la préservation de la biodiversité par les femmes autochtones. Donc, on est face à un grand acteur qui prend des décisions. S'il y avait euh, face à vous ces acteurs de haut niveau international qui peuvent prendre en compte ces recommandations, quelles recommandations vous leur donneriez pour mieux reconnaître le rôle des femmes autochtones dans la conservation de la biodiversité? Je vais juste prendre un petit moment pour donc aller chercher la batterie de mon appareil. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite répondre ou complémenter ce qui a été dit? Donc, quelles recommandations vous souhaiteriez donner pour mieux reconnaître le rôle des femmes dans la conservation de la biodiversité? Par exemple, imaginons que nous soyons face à donc des personnes qui ont une influence sur les prises de décision. Et donc, quelles
recommandations donneriez-vous? Je pense que c'est une question essentielle d'avoir la reconnaissance des contributions des femmes. Je pense qu'il faudrait que l'on insiste sur les connaissances des femmes en matière de biodiversité, puisque donc les femmes ont beaucoup de savoirs autochtones qui doivent être reconnus. Et donc, quand les activités de développement sont proposées, il est essentiel que l'on puisse entendre les perspectives des femmes. Il faut aussi souligner l'importance des femmes dans la protection de la biodiversité et des territoires, parce que ce sont elles qui travaillent dur pour protéger ces espaces. Donc, on a besoin de beaucoup de renforcement de capacités et d'autres plateformes et de forums pour parler des, de ces sujets. Et nous sommes très peu finalement de femmes autochtones et nous avons besoin de former les femmes plus jeunes et nous avons besoin de participer dans les prises de décision. C'est ce que je voulais partager. Merci beaucoup, Mayal. C'est très important, notamment l'élément sur la prise de décision et le renforcement des capacités. Ça devrait pas être une fois par an, ça devrait être quelque chose de constant et quelque chose qui ne doit pas être laissé comme un addendum au processus, pardon. Wilma, est-ce que tu souhaites compléter? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. J'ai dû courir à mon autre bureau. C'était quoi la question? Est-ce que vous pouvez me la rappeler? Oui, la question, c'était donc, quelle recommandation tu aimerais donner pour que soit reconnu le rôle effectif des femmes dans la conservation? Je pense que la première recommandation au niveau local, parce qu'il y a différents niveaux auxquels il faut réfléchir et dans lesquels il faut donner nos positions selon ce qu'on veut et ce qu'on ressent. Donc, on travaille depuis le niveau local jusqu'au niveau national et international. Donc, il faut d'abord identifier les niveaux de prise de décision pour voir à quels différents niveaux nous avons besoin d'exiger euh, donc la prise en compte de nos recommandations. On est toujours en train de penser à tout en tant que femme, tout ce qui est bon et nécessaire pour tous et toutes. Et donc, au niveau local, on veut d'abord être écouté dans nos positions, dire qu'on n'est pas juste en train de protester, mais qu'on est aussi en train de construire des alternatives euh, pour avoir donc des possibilités qui soient durables pour l'environnement, pour notre environnement, pour notre maison commune. Et c'est nous, les femmes, qui proposons ces alternatives, que ce soit en matière d'économie ou de conservation. Et de dire que, en tant que femme, on propose des solutions pour continuer à utiliser, par exemple, notre médecine avec toutes ces connaissances que nous offrons toujours sur un plateau d'argent, avec notre éducation autochtone, qui nous a été transmise dans un cadre de respect, euh, mais aussi nos pratiques traditionnelles agricoles, avec nos façons de diversifier l'économie et qui sont des formes durables. Et donc, nous proposons, grâce à tout cela, des politiques. Et donc, on veut être entendu et on veut pouvoir construire de façon conjointe avec ces gouvernements qui nous gouvernent à travers donc les maires au niveau local. Et donc, nous avons ensuite en Bolivie donc les départements. Et donc, nous voulons aussi participer à l'élaboration des politiques au niveau des départements. On veut pouvoir faire partie de ces espaces et pas juste qu'on soit appelé quand on a besoin de rendre des comptes
ou quand il y a besoin de choses formelles. On veut être là dans les espaces de construction puisque nous avons les connaissances pour donc la construction des politiques publiques et leur mise en œuvre. Par exemple, sur les questions d'eau dont nous avons tant besoin, toutes et tous maintenant. Donc, on a cette proposition de comment conserver et ne pas affecter donc les ressources hydriques. Donc, on a besoin de ces arbres qui sont capables euh, de préserver l'eau, d'appeler la pluie. Il ne faut pas juste réagir aux incendies. euh, et ce n'est pas juste une question donc de réaction aux incendies. Il faut faire attention aux plantes que l'on sème, aux plantes qui ne sont pas endémiques. Et donc, on dit toujours à l'État que les politiques qu'ils construisent et qui viennent d'en haut, ce ne sont pas des politiques qui génèrent une bonne amitié entre tous et tous. Ce sont des politiques qui génèrent des divisions de toutes parts avec des intérêts individuels, des entreprises qui génèrent plus de conflits. Nous ne voulons pas de conflits, nous voulons construire et vivre dans la tranquillité avec l'opportunité de pouvoir profiter de notre économie, de notre santé, de notre éducation et tout ce que nous avons et pouvoir assurer les éléments qui sont si importants pour nous, notamment l'eau et ces différents éléments de l'équilibre dont nous avons besoin ici en Bolivie. Nous avons ici aussi les mécanismes internationaux et donc il nous faut pouvoir dire au niveau international que les fonds doivent arriver au niveau des territoires. Et c'est quelque chose que j'ai répété et répété, que chaque territoire et chaque nation doit recevoir euh, les fonds qui sont destinés à la conservation. Et c'est tellement difficile en Bolivie, même si donc on a une personnalité juridique au Sénamib, euh, eh bien, ce n'est pas fiable au niveau de l'État parce que donc, on ne peut pas recevoir les fonds. Il y a certains documents légaux qui nous manquent en tant que peuples autochtones. On nous dit qu'effectivement, on a tous les droits, mais euh, à l'heure véridique, on n'a pas accès. Oui, effectivement, Wilma, et je voulais dire que l'un des éléments fondamentaux du plaidoyer au niveau international et au niveau de la CBD. Et l'un des points qu'on va beaucoup souligner au niveau de GFC, au niveau du caucus des femmes et d'autres organisations, d'autres alliances, on va être très fortement sur la défense d'un accès aux ressources pour les communautés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre travail de plaidoyer, quelque chose de fondamental, puisque tout requiert des fonds euh, dans le travail quotidien. Et donc, il faut éviter que les fonds soient captés par les grandes organisations internationales de conservation. Merci beaucoup pour cette intervention. Et donc, j'avais une question générale pour tout le monde, mais ça va être difficile vu le temps. Il me semble que c'est une question auquel on a un petit peu répondu déjà. Et donc, je voudrais vous remercier aussi d'être ici et de nous avoir donné la possibilité de vous écouter et de sentir la force de vos paroles et donc pouvoir vous garantir que nous sommes ici dans une solidarité absolue et nous sommes là pour soutenir votre travail de plaidoyer. Je vais donc maintenant rendre la parole à Chitira. Merci beaucoup. Merci pour ces histoires incroyables, pour avoir partagé sur vos défis et vos réalités. C'est vraiment un honneur de vous écouter aujourd'hui. Nous allons
maintenant continuer à progresser dans notre programme. Et donc, nous allons écouter notre collègue Shruti, donc, de l'organisation Women for Biodiversity et aussi du caucus des femmes, afin d'en savoir plus sur la COP16 de la CBD qui arrive bientôt, pour en savoir plus sur la mise en œuvre et les différents débats sur l'article 8J, pour voir donc comment tout cela peut fonctionner. À toi la parole, Shruti. Merci beaucoup, Shitira, et merci beaucoup à toute la famille de GFC. C'est chouette d'être invité parmi vous. C'est un petit peu difficile de continuer après ces incroyables intervenantes que nous avons eues. Et donc, rapidement, j'espère pouvoir donner le plus d'informations possible sans rendre les choses trop complexes. Donc, nous avons de multiples crises. Donc, dans le monde contemporain dans lequel nous vivons, où l'humanité est confrontée aux multiples crises du changement climatique et de la perte de biodiversité, il est impératif que nous nous attaquions aux causes profondes, notamment le colonialisme, le patriarcat et le capitalisme. Cela nécessite un changement fondamental et systématique dans notre façon d'appréhender le monde. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre que la reconnaissance du rôle des femmes autochtones et locales dans la conservation et la préservation de leur territoire de vie n'est pas unidimensionnelle et aborde diverses questions intersectionnelles. Le savoir traditionnel ou plutôt autochtone que les femmes détiennent traite des aspects de la résilience écologique, de la sécurité alimentaire et de la santé de la communauté et de l'écosystème lui-même. Donc, qu'il s'agisse. Et donc, si on passe maintenant à la question du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, qui a été adopté en 2022, il est impératif que nous reconnaissions l'échec ou le manque de reconnaissance des peuples autochtones et des communautés locales dans leur conservation et leur utilisation durable de la biodiversité, comme le soulignent les objectifs d'Aichi 14 et 18 avant 2020. Cependant, cela ne doit pas être considéré comme un obstacle, mais comme un apprentissage collectif qui informe le travail de collaboration que nous avons devant nous. Donc, la section C du CMB guide la mise en œuvre du cadre et garantit que les contributions des peuples autochtones et des communautés locales, en particulier leurs droits, leurs connaissances, y compris les connaissances traditionnelles associées à la biodiversité, leur innovation, leur vision du monde, leurs valeurs et leurs pratiques, sont respectées, documentées et préservées avec leur consentement euh, libre, préalable et éclairé, y compris par leur participation pleine et effective à la prise de décision, conformément à la législation nationale pertinente, aux instruments internationaux, y compris la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux droits des droits humains. Donc, ce cadre appelle également à une approche fondée sur les droits humains et sensible au genre, tout en renforçant les aspects relatifs à l'ensemble de la société, à l'ensemble du gouvernement. Diverses cibles, telles que les objectifs 3, 22 et 23, reconnaissent également la nécessité d'orienter l'ensemble des travaux menés pour faire face aux problèmes liés à la perte de biodiversité. Bien que ces termes puissent sembler compliqués et jargonneux pour certains, divers groupes, notamment les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les communautés locales, ainsi que les organisations de la société civile, ont déployé des efforts considérables pour les faire reconnaître dans ce cadre, ce qui a pris des années et probablement des décennies.
Et donc, aujourd'hui, le cadre est l'un des nombreux aspects que les pays doivent prendre en considération lors de la mise à jour de leur stratégie et plan d'action en matière de biodiversité. Et c'est quelque chose qu'on va continuer à discuter euh, lors de la COP 16 qui va avoir lieu en Colombie en octobre. Le cadre lui-même doit s'inspirer de diverses décisions adoptées au sein de la CDB, notamment le nouveau programme de travail relatif à l'article 8J et aux dispositions connexes des conventions concernant les peuples autochtones et les communautés locales, ainsi que le plan d'action sur le genre, l'une des décisions également adoptées à Montréal en 2022. Et donc, tout cela sera notamment important par rapport à toute la participation autour de l'article 8J. Et je vais donc souligner quelques éléments principaux de ce nouveau programme de travail sur l'article 8J. Donc, ce nouveau programme de travail euh, doit être guidé par une approche sensible au genre et le plan d'action sur le genre. Et il comprend donc 8 éléments qui sont donc le premier, le fait de promouvoir et soutenir la conservation, la protection et la restauration de la diversité biologique menée par les peuples autochtones et les communautés locales, notamment grâce à des lignes directrices et notamment en protégeant donc l'utilisation durable coutumière par les peuples autochtones et les communautés locales. Donc en encourageant et en garantissant l'utilisation durable de la diversité biologique. Le troisième élément est de promouvoir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et des informations sur les séquences numériques des ressources génétiques. Le quatrième est de soutenir la transmission et la protection des connaissances traditionnelles, y compris pour les générations futures, et veiller à ce que les connaissances traditionnelles et les autres systèmes de connaissances soient valorisés de manière égale. Ensuite, on a donc le fait de contribuer à la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal par la mise en œuvre intégrale et effective des décisions, principes et lignes directrices intéressant les peuples autochtones et les communautés locales. On a aussi le fait de permettre la participation pleine et effective des peuples autochtones et des communautés locales, y compris les femmes, les filles et les jeunes des peuples autochtones et des communautés locales, dans la prise de décision relative à la biodiversité et à la mise en œuvre du cadre mondial, donc de référence pour la biodiversité. On a aussi le fait de contribuer au renforcement des droits des peuples autochtones et des communautés locales pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, conformément à une approche basée sur les droits humains dans le cadre mondial de la biodiversité. Et donc finalement, on a l'accès direct au financement pour les peuples autochtones et les communautés locales pour la conservation, la restauration et l'utilisation durable de la biodiversité. Et donc, en écoutant ces 8 éléments, il est tout à fait naturel de supposer que les femmes autochtones et locales font partie intégrante de leur pleine réalisation, que ce soit en ce qui concerne leur rôle dans le transfert intergénérationnel des connaissances, leur participation à des institutions décisionnelles cruciales et leur droit à gouverner, protéger, gérer et utiliser durablement leur territoire, enfin reconnu par les parties signataires de la Convention. Par conséquent, nous devons collectivement renforcer nos stratégies pour exiger de nos pays respectifs qu'ils incluent effectivement le nouveau programme de travail tout en révisant leurs stratégies et plans en matière de biodiversité afin de refléter le CMB de Kunming-Montréal. Et donc, pour conclure, les histoires et expériences partagées aujourd'hui par Wilma Agnès Mayal donc donc c'est des histoires inspirantes qui doivent être reconnues, respectées, valorisées et prises en compte
lors de la rédaction de ces politiques. Ces expériences et ces apprentissages résonnent en nous toutes et tous, et nos propres expériences et les connaissances que nous avons reçues de nos grands-mères et que nous espérons un jour transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc, un dicton très répandu nous dit que nos grands-mères ont rampé pour que nos mères puissent marcher et que nous puissions courir. Donc, continuons sur cette lancée afin que nos générations futures puissent voler, guidées par les connaissances de nos ancêtres. Je vous remercie. En toute solidarité, Johar. Merci beaucoup, Shruti. Merci. Quel beau mot pour terminer ce webinaire. Je vois que le temps file. Donc, merci encore pour ce partage. Il y a en effet un grand nombre de menaces que nous avons pu voir et détailler, et également des options pour avancer. Nous allons donc laisser la parole à Marie-Lou, la directrice politique de GFC, qui va donc nous partager ses mots de fin pour essayer de tisser toutes ces informations. Alors, je ne sais pas si euh, elle a pu nous rejoindre. Marilou, est-ce que tu es ici? Alors, s'il y a... J'ai vu qu'il y avait des questions, des commentaires. Si vous souhaitez encore les poser, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Nous pouvons encore prendre quelques minutes pour écouter vos questions. Donc, n'hésitez pas même à ouvrir votre micro pour poser vos questions à nos panélistes. Nous serions vraiment ravis de vous entendre, donc n'hésitez pas à profiter de ces quelques minutes pour nous faire vos commentaires ou poser vos questions. Oui, Lola, allez-y. Oui, bonjour tout le monde, je suis Lola Carnal, je vous appelle du Guatemala, je fais partie d'une association qui s'appelle Artenami, c'est une donc, communauté rurale qui travaille avec des jeunes, femmes et hommes, dans la promotion de l'éducation et de différentes formations en dehors donc, de l'école traditionnelle. Alors, je remercie vraiment toutes les interventions, toute l'importance de ce qui a été dit. Et en tant que femme et en faisant partie de ces processus, non seulement locaux, mais aussi nationaux et internationaux, pour nous, il est très important que les gouvernements et ceux qui prennent les décisions euh, intègrent et écoutent ces propositions qui seront proposées depuis les peuples autochtones et les femmes, principalement dans les arènes de la COP16. Nous pensons qu'il est très important de promouvoir et de renforcer les capacités de développement des femmes autochtones et de renforcer les pratiques et connaissances ancestrales. De la même manière, il est nécessaire de respecter et de reconnaître ces pratiques et de bien comprendre que ce sont ces pratiques qui sont les solutions euh, au changement climatique et qui proposent des solutions véritablement pertinentes. Et pour nous, il est aussi très important. Et pour cela, j'ai beaucoup apprécié l'intervention d'une de mes collègues. Euh, il faut donc rappeler que la promotion de l'éducation, d'une éducation appropriée, depuis les perspectives des communautés, des réalités
et que les pratiques des jeunes soient renforcées depuis cette éducation pertinente. Ici, au Guatemala, nous travaillons à ce processus. Nous avons eu de nombreux succès dans le développement de capacités auprès des jeunes. Une autre manière de travailler, c'est renforcer la connaissance des femmes autochtones au transfert de connaissances vers les jeunes. Car aujourd'hui, un autre défi, c'est l'utilisation de technologies qui, voilà, que les jeunes n'utilisent pas d'une manière pertinente. Et cela est assez dramatique et vraiment nous fait oublier les connaissances communautaires, les connaissances ancestrales et le respect nécessaire pour la nature et la biodiversité. Moi, je pense que c'est un moyen nécessaire pour assurer euh, aux femmes l'accès aux ressources et au financement également. Dans nos communautés, les femmes s'organisent, mais cela est très difficile d'accéder au financement pour renforcer, pour promouvoir les activités qu'elles réalisent tous les jours dans leur communauté. Comment faire pour que les femmes puissent y accéder? Il doit y avoir de la flexibilité, des stratégies à mettre en œuvre pour que les femmes et les communautés autochtones puissent donc accéder à ces financements. Lorsque l'on parle d'accès direct au financement, c'est aussi un thème qui est discuté dans les arènes internationales. Il est question donc de cet accès direct pour les peuples autochtones. Mais une des questions, c'est qu'est-ce que cela signifie? Alors pour nous, nous ne voulons plus être euh, considérés comme des bénéficiaires, nous voulons être des associés stratégiques, c'est-à-dire que nous devons être au même niveau en tant que communautés autochtones. Euh, et cela va nous aider à renforcer nos pratiques ancestrales en tant que femmes. Et nous voulons vraiment être considérés comme alliés stratégiques. Et c'est pourquoi c'est très important pour nous. Et les plans d'action au niveau national qui sont mis en œuvre doivent aussi considérer les plans d'action de genre dans les pays. Au Guatemala, nous avons ce plan d'action de genre, mais il n'a pas été mis en œuvre. Et on n'a pas vu vraiment beaucoup de changements, à part quelques petites réunions où les documents sont revus et finalement, jamais rien n'est fait. Donc, je crois qu'il faut faire en sorte que cela soit mis en œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lula. Oui, tout à fait. En effet, le financement, l'accès au financement est un point essentiel et c'est une conversation que nous devons vraiment prendre à bras le corps et renforcer. Et pas seulement à court terme, mais aussi à plus long terme. Merci beaucoup pour ces interventions. Patrick, je vois votre main levée. Nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup de la parole qui m'est accordée. Je m'appelle Patrick Mukanga. Nous travaillons dans l'organisation locale Conseil pour la Terre des Ancêtres CTA, qui travaille pour le droit des femmes et des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Et faisant partie de cette réunion très intéressante, je remercie toutes les présentations qui ont développé des sujets intéressants et des méthodologies justes que nous aimerions aussi encourager les peuples autochtones de notre communauté appliquer pour que leurs droits soient aussi élevés et pris en considération. J'aimerais normalement partager justement un cas particulier pour la RDC, précisément la province du Nord Kivu, où où le peuple autochtone traverse des complications
complexe. Ça veut dire, d'abord, ils vivaient de la forêt, ils vivaient de la cueillette. Maintenant, il y a une guerre à l'Est qui les chasse de leurs propriétés et ils sont maintenant obligés de migrer vers la ville. Maintenant, arriver dans la ville, les complications aussi sont intenses. Leur intégration, leurs considérations, leurs activités sont nulles. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Et maintenant, quand il y a des organisations qui promeuvent les activités des peuples autochtones, quand il y a des organisations qui veulent rehausser la voix, c'est aussi un regard vers la RDC, un cas plus particulier et complexe. Comme par exemple, Shruti a parlé de la CBD avec toutes les négociations qui peuvent être là. Bon, dans notre organisation, le CTA aujourd'hui, nous traitons avec les peuples autochtones. Et puis, il y en a un, il a, il a eu l'accréditation pour participer à la COP 16. Mais il n'a pas encore le soutien. C'est difficile. Pourtant, ça pouvait être un moyen pour lui d'élever sa voix, de pouvoir être écouté, de pouvoir être entendu. Jusqu'à maintenant, le CT est en train de se demander comment est-ce que nous allons trouver quelqu'un qui peut soutenir et envoyer. L'accréditation est là, mais on ne peut pas arriver à Cali sans un soutien. C'est ainsi que si au moins on peut garder en tête et passer des paroles aux actes, ça peut être très intéressant. Soutenir aussi les actions communautaires locales, parce que ce sont les actions communautaires locales qu'on doit élever auprès des décideurs. Ils voient ce que nous faisons au terrain, ils voient ce que nous accomplissons à la maison, pour qu'ils puissent intégrer dans leur stratégie nationale toutes les considérations sans partialité. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Patrick. Merci vraiment pour ces préoccupations. Je pense que nous connaissons tous des personnes dans ces situations. En effet, nous connaissons vraiment de nombreuses personnes brillantes, hein, qui peuvent faire entendre leur voix. Et Patrick, vraiment, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous laisser dans le chat votre contact. Peut-être qu'il y a des personnes ici présentes qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, vous appuyer. Et vraiment, c'est une conversation qui ne termine pas ici. Il y a encore tellement de choses à dire et à faire. Nous vous partagerons les ressources, hein, qui ont été partagées aujourd'hui dans le chat. Et je voudrais également mentionner une dernière publication qui a été récemment publiée, une publication concernant les femmes Kukama qui ont vraiment réussi, qui ont obtenu, hein, une victoire légale qui va faire histoire. Et même si beaucoup n'en ont pas entendu parler, nous souhaiterions ici vous partager le lien à cette publication. Et merci encore, Juana, d'avoir partagé ton histoire avec nous. Nous avons eu des photos, des histoires qui ont été regroupées dans cette publication sur comment elles ont réussi à sécuriser, à obtenir, hein, une victoire incroyable. Alors, il s'agit de l'histoire, hein, d'un groupe de femmes autochtones au Pérou qui ont réussi à demander, à obtenir la protection légale du riz Marañón, ce qui est véritablement, qui marque, hein, l'histoire de la protection des rivières. Vous pouvez voir les femmes ici dans l'eau et qui ont véritablement, hein, lutté pour cette eau. Donc cette victoire de nos sœurs Kukama est d'une immense importance, c'est une inspiration pour tous les peuples amazoniens et au-delà, de montrer qu'on peut se battre, hein, contre les activités extractivistes.
Cela nous donne vraiment un espoir immense et merci encore, Juana, hein, de nous en avoir fait part. Et nous vous invitons donc à lire cette publication. Et je crois que nous en arrivons au terme de ce webinaire. Je me sens mais, vibrante hein, de toutes ces histoires qui ont été partagées. Et j'espère que nous sentons tous et toutes hein, cette inspiration, cette vibration. Merci encore d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Merci d'avoir partagé aussi ouvertement vos expériences, les difficiles, mais aussi les victoires et les inspirations. Et nous sommes toutes, tous dans le même bateau. Et nous sommes un réseau, nous sommes avec vous. Nous espérons vraiment pouvoir vous soutenir dans la mesure de nos possibilités. Merci encore aussi à nos interprètes. Euh, nous ne pourrions pas avoir autant de diversité sans la traduction dans ces espaces. Donc, merci encore. Nous en sommes à la fin de cet événement. Vraiment, je n'ai d'autre mot que de vous remercier. Peut-être que nous pouvons tous et toutes ouvrir nos micros et dire merci et au revoir. Merci. Merci à toutes les personnes qui ont exposé. Merci hein, pour cette puissance, pour vos mots. Merci. Peut-être que nous pourrions aussi prendre une photo. Donc, si vous souhaitez mettre vos caméras, que nous puissions avoir un souvenir hein, de cette journée. Merci encore, merci à tout le monde. Nous avons 2 pages hein, de photos, donc voilà, première page, deuxième page.